Bon, je pense qu'on peut tout doucement commencer. Donc, bonsoir Keith, bonsoir Francesco, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue au webinaire live organisé par les départements STEP et SNC, lors duquel on vous révélera quelques secrets pour comment briller et se faire démarquer lors d'un entretien. Permettez-moi avant toute chose de vous présenter nos intervenants ce soir. J'ai l'honneur de vous présenter Keith Schema. Keith est titulaire d'un bachelier et d'un master en droit de l'Université libre de Bruxelles et est un des anciens membres de SNC d'Elsa Brussels. C'est un recruteur expérimenté dans le domaine du recrutement juridique et travaille actuellement chez Holyfield Partners, et il vous donnera un aperçu de son quotidien en tant que chasseur de tête. Puis j'ai également l'honneur de vous présenter Francesco Bondi. Francesco est l'actuel vice-président en charge du Student Trainee Exchange Programme de ELSA International. Il est chargé de choisir le meilleur candidat, ou les meilleurs candidats pour les fournisseurs de stages, et il sait donc tout ce qu'il faut pour vous faire sortir du lot. Avant de commencer la présentation, je tiens à préciser que vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat juste après les deux présentations. Et passons au vif du sujet. Je passe la parole à Keith et je me déconnecte. Merci beaucoup. Ok, nickel. Merci beaucoup, Eva. Je me présente. Je m'appelle Keith Schema. J'ai l'honneur, du coup, de faire partie des membres de ELSA en tant que VP SNC, d'avoir un bachelier et un master en droit de l'ELB. Donc, je suis sorti il y a plus ou moins 4 ans maintenant. Faut savoir que mon parcours, c'est un parcours assez atypique, dans le sens où quand je suis sorti de droit, je voulais pas forcément faire le barreau. Ça ne m'intéressait pas particulièrement. Donc, je suis parti 1 an à l'étranger au Canada apprendre l'anglais. Et quand je suis revenu, j'avais des amis qui travaillaient entre guillemets dans le recrutement, pas en légal mais en IT, et qui m'ont un peu poussé à m'intéresser un peu à ce métier de chasseur de tête que j'avais entendu par-ci par-là, mais je ne connaissais rien du tout de ce métier-là. Et puis donc j'ai intégré un premier cabinet qui s'appelle Kingsland Partners. J'étais en charge du coup du département légal et j'ai quitté Kingsland Partners il y a presque 6 mois pour fonder du coup Holyfield Partners. Donc je suis le fondateur, CEO principalement, et voilà, je travaille avec des freelances qui aussi sont spécialisés en tant que chasseurs de tête. Donc voilà, ça c'est pour ma présentation. Et mon parcours. Alors, concernant le marché en tant que tel, je pense que voilà, je ne vais pas vous donner entre guillemets ici, je suis pas ici pour vous donner de faux discours ou de faux espoirs ou quelque chose. Je suis ici pour vous dire la réalité un peu de comment se passe le marché en Belgique. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de cabinets, ce qu'on appelle les top tiers, donc les cabinets entre guillemets qui font partie du top. Il faut savoir que malheureusement le milieu d'advocature est un milieu assez qui reste un peu archaïque et un peu, j'ai envie de dire, élitiste, si je peux dire ça comme ça. Donc on a un peu les gros cabinets qu'on connaît un peu tous. Je pense que vous connaissez un peu tous de par le nom, qui font partie des plus gros cabinets. Donc Allen Dovery, Baker McKenzie, Freshfield, qui sont un peu les plus grands cabinets en Belgique. Et puis on a dans ce top tiers, donc on a un second classement où on retrouve les gros cabinets belges, donc Liedekerk, Ubelius, Simon Brown, etc. Et puis on a un peu le troisième partie du top tiers qui regroupe un peu les petites et moyennes structures, donc Boyle Legal, pour ne citer que Aftalis, Altius, etc., qui sont des plus petites structures. Il faut savoir que moi, je travaille entre guillemets avec les trois types de cabinets, donc que ce soit les cabinets internationaux, donc Linklater, etc., ou les cabinets, le gros cabinet belge de Kirk, Belus, Simon Brown, pour ne citer que, et aussi les petits cabinets. Ce que je remarque au quotidien, c'est qu'il y a un fossé entre ces trois types de cabinets-là pour les intégrer. Il y a le premier top tiers, donc les gros cabinets anglo-saxons et les cabinets américains, où voilà, je ne veux pas vous mentir ici et vous dire qu'avec un parcours en dentiste, etc., vous allez rentrer dans ce type de cabinet-là. C'est des cabinets qui demandent, et moi je le vois parce que j'ai beaucoup de mandats chez ces types de cabinets-là, où ils demandent un certain type de profil qui sont un peu les voilà,
va pas se cacher les grandes distinctions, les gens qui ont fait plusieurs Summer Internship dans certains types de cabinets, qui ont un LLM en particulier, etc. Moi, évidemment, en tant que recruteur et en tant qu'ancien étudiant à l'ULB de droit, ce sont des critères que je trouve personnellement archaïques, mais qui sont dans les mœurs de ces cabinets-là et qui sont, entre guillemets, qui font partie de la culture de ces cabinets-là. Donc, pour intégrer ces cabinets-là, c'est vrai qu'il faut avoir des notes qui sont, voilà, qui sont excellents, voilà, pour dire tel quel. C'est peut-être des profils qui ont un parcours impeccable. Et c'est vrai, moi, voilà, pour une petite anecdote, moi, il y a un certain moment, j'avais une mission chez un de ces gros cabinets là, voilà, on m'avait demandé un profil avec une certaine expérience. On m'avait pas forcément, et je venais d'arriver en fait dans le milieu du recrutement, et on m'avait pas forcément dit que voilà qu'il fallait quelqu'un qui ait euh, un certain parcours académique, etc. Et donc je propose un profil qui est pour moi qui est un très bon profil, donc avec certaines d'expérience dans les matières proposées, qui était parfaitement trilingue. Et voilà, on m'a demandé à un moment donné du processus son, son relevé de notes. Il faut savoir que la personne avait quand même 5 ans d'expérience parfaitement trilingue et le cabinet m'a refusé mon candidat parce qu'il n'avait pas un excellent parcours académique. Donc c'est une réalité et il faut pas se le mentir, il faut pas se leurrer et je vais pas vous dire des mensonges. Il faut, si vous voulez intégrer ce type de cabinet-là, qui sont des cabinets très très prestigieux, il faut un certain parcours académique. J'ai pas envie de dire dans l'absolu, mais 99% des cas, ce sont des gens ce sont des types de cabinets, pardon, où voilà, il faut viser un certain niveau d'excellence, etc. On a du coup aussi les deuxième type de cabinets qui sont, ben voilà, comme je l'ai dit, les cabinets belges qui essaient un peu de rivaliser avec les cabinets anglo-saxons et qui un peu copient un peu ce modèle-là. Donc viser un peu l'excellence dans le parcours académique, etc. Avec voilà un LLM si possible. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez demandé dans ce type de cabinet-là. Et voilà. Et évidemment, bah, les langues qui restent évidemment un atout sur le marché de l'emploi quasi indispensable malheureusement. Voilà. Mais après, c'est un peu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais c'est un peu moins sévère que dans les cabinets anglo-saxons classiques qu'on retrouve sur le marché belge. Et donc voilà. Et puis on a les troisième types de cabinets qui sont un peu les cabinets de petites moyennes structures telles que Altius, Boyle, j'ai envie de dire Lydian, voilà, pour rester un peu dans un certain cliché. Et là, c'est vrai que même si le parcours académique est quelque chose qui est apprécié, ce n'est pas forcément le premier critère. Et on regarde plus l'expérience. Bon, en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément l'expérience, mais bon, si vous avez fait des stages, etc., c'est quelque chose de primordial, entre guillemets. Donc, moi, en tant que recruteur, ce que je regarde de manière assez générale, il faut savoir que moi, quand j'ai une mission, je passe littéralement, et je ne vais pas vous mentir, 10 secondes sur un profil. Véritablement, 10 secondes. En 10 secondes, je sais exactement. Bon, au début, non, il me fallait plusieurs minutes pour me dire, ah oui, peut-être celui-là, il pourrait. Non, là, je connais les clients, je connais un peu leur exigence. En 10 secondes, top chrono, je sais si le candidat correspond à ce que je recherche ou pas. Sur quoi je me base C'est sur le parcours académique. Donc, je regarde vraiment où la personne a étudié, son master et les stages. Les stages et les langues. Il faut savoir qu'actuellement, sur quoi nous on se base pour juger pour retrouver tout d'abord un profil, on utilise quasiment tous les recruteurs utilisent LinkedIn. LinkedIn est j'ai envie de dire la première source de candidats que nous on retrouve, mais si ce n'est pas l'unique source, quoi. On va vraiment regarder parce que bon, LinkedIn c'est le profil, c'est le réseau social par excellence qui correspond vraiment à ce que nous on fait comme travail. Au plus le profil est complet, au plus il y a de fortes chances que le candidat nous intéresse. Donc par pitié, ayez un profil
avec tout ce que vous pouvez mettre, mettez-le. Franchement, mettez-le. Moi, des fois, je sais que je passe sûrement à côté de pas mal de profils qui pourraient m'intéresser, mais qui malheureusement, ben voilà, peut-être que la personne a oublié de mentionner telle ou telle expérience et qui fait que bah du coup, ben c'est peut-être pas forcément ce que moi je recherche et juste la personne n'a pas mentionné. Donc ça, c'est hyper important. Mentionner vraiment tout, tout. J'insiste sur les langues. Sur LinkedIn, on peut mettre bilingue, natal, connaissances professionnelles limitées, connaissances professionnelles complètes, etc. Mettez-le, ne mentez surtout pas, parce que de toute façon, on va le découvrir. Euh, et ça, je vous en parlerai peut-être un peu dans quelques temps. Donc, première chose, si vous voulez être repéré par un chasseur de tête, ayez un profil complet, le plus complet possible, avec une description si possible. Donc, dans quelle matière vous voulez travailler, ce que vous avez étudié, si possible une description du cursus. Donc bah, voilà, vous avez fait une majeure en droit des sociétés, voilà, avec par exemple une spécialisation en droit bancaire, ou je ne sais, ou vous avez fait votre TFE en droit dans telle matière. Ça c'est hyper important. Il faut savoir que nous on va se baser quasiment que sur ça, parce que bon ben on peut pas forcément voir tous les CV. On a des CV qu'on se transmet entre guillemets entre recruteurs, mais on n'a pas tous les CV. Donc votre premier CV, bah, c'est votre LinkedIn, on va se baser sur ça. Et si maintenant actuellement, faut savoir que moi, quand je fais une recherche, le premier critère que moi je tape, faut savoir que nous on a un outil qui s'appelle LinkedIn Recruiter, qui nous permet de faire une recherche ciblée sur le type de profil que nous on recherche. Par exemple, si vous faites du droit de société, de la fusion, des fusions et l'acquisition, ben, si vous avez mis ça dans votre description, ben, il y a de fortes chances que je tombe, que moi, si je fais ma recherche, je tombe sur votre profil. Donc, il faut, comme une fois de plus, essayer de détailler le plus possible. C'est très important. Et donc, voilà, comme je disais, un des critères sur lesquels moi je me base en premier, c'est si la personne est ouverte ou pas à nouvelles opportunités. Faut savoir que vous avez une fonctionnalité sur LinkedIn qui permet de vous mettre en mode ouvert à nouvelles opportunités. Pourquoi nous, on se base, enfin, pourquoi est-ce que c'est le premier critère? Parce que nous, bah voilà, on sait simplement, enfin, ce qui est dit, c'est qu'on sait savoir que vous êtes chaud à trouver un nouvel emploi. Donc, si nous, un client qui recherche votre profil, bah, vous serez les premiers contactés parce que, entre guillemets, on n'aura pas besoin de passer des heures à vous convaincre de quitter votre job ou de quitter ou d'aller vers un nouvel employeur si vous êtes déjà ouvert à de nouvelles opportunités. Donc, on ne va pas, entre guillemets, se casser la tête à aller chercher des personnes qui ont déjà un job alors qu'on a une certaine base de personnes qui sont open à de nouveaux challenges. Et donc, on va aller premièrement vers ces personnes-là. Donc, par pitié, première chose, mettez-vous dans ce mode-là, donc ouvert à de nouvelles opportunités. Il y a de fortes chances qu'un recruteur tombe sur votre profil et que vous soyez contacté si vous correspondez à ce que nous, on recherche. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est simplement les langues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de primordial. Il faut savoir que nous, quand on reçoit un mandat, expressément, une des premières choses qu'on va nous demander, évidemment, ce que j'ai dit, le parcours académique, c'est les langues. Donc, on cherche un néerlandophone, on cherche un francophone, on cherche un bilingue, on cherche quelqu'un qui parle très bien anglais, etc. Donc, on va aussi, dans notre recherche, faire un peu euh, un descriptif parfait à LinkedIn en disant, voilà, moi, je cherche ce profil-là, donc quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles opportunités, qui parle français ou néerlandais, ou qui est bilingue, français-néerlandais, qui, entre guillemets, a étudié à l'ULB, à l'UCL, etc. Bon, l'université, entre guillemets, c'est pas quelque chose de très important que vous étudiez à l'UCL, à l'ULB, etc. Mais moi, ce que je mets, c'est que je mets généralement les plus grosses universités belges, que ce soit francophones ou néerlandophones, donc je les mets dans ma recherche. En plus des langues. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai tendance, pour certains clients que je sais qui sont très picky, à mettre un endroit où la personne, entre guillemets, a fait son stage. Donc, on peut le mettre aussi sur LinkedIn. Donc, si vous avez fait un stage, je sais pas, chez Steve ou chez Belus ou chez je ne sais quel autre gros cabinet belge ou anglo-saxon, nous, on le met, entre guillemets, dans notre recherche.
Il faut savoir qu'on peut le mettre dans notre recherche. Donc, par exemple, voilà, le type de structure où la personne a travaillé, même si vous êtes un stage, vous avez, entre guillemets, vous êtes passé par ces structures-là, donc on sait le mettre dans notre recherche. Donc c'est quelque chose de très 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 important aussi. Et voilà, après là, on a une recherche avec autant de candidats qu'on nous on va contacter directement par LinkedIn ou par téléphone. Il faut savoir que pour la petite anecdote, LinkedIn des fois nous transmet votre numéro de téléphone si vous l'avez accepté, ou des fois pas, ou par inadvertance vous avez mis votre téléphone. Et faut savoir que nous, avec notre compte recruteur, on peut avoir accès à votre numéro de téléphone si vous l'avez mis à un moment donné sur LinkedIn. Et donc, il se peut que forcément, ben voilà, un jour on vous appelle sur votre lieu de travail. Généralement, moi, j'essaie d'appeler vers le temps de midi ou très tôt le matin ou très tôt le soir. Et les candidats qui m'intéressent. Et je fais ce que j'appelle un peu une interview, ce que nous on appelle une qualification en fait. Donc c'est une qualification du candidat. On regarde un peu si la personne déjà a une certaine motivation, on regarde son parcours, donc vraiment on va creuser. Donc ok, pourquoi vous avez fait un stage là et pas chez un autre. Si vous avez eu de l'expérience, bah, pourquoi est-ce que vous êtes vous serez entre guillemets enclin à partir de votre travail. Donc on va vraiment essayer un peu de vous titiller le plus possible, voir un peu si si vous êtes le candidat qui correspond un peu à la fonction au niveau de votre expérience. On va tester un peu les langues. Moi, je suis pas très fort en anglais, je vous l'avoue, mais à coup de pas. Donc, j'essaie un peu de parler en anglais, en français. Et voilà, je teste un peu vraiment tout ce que je peux tester. Il faut savoir que nous, on a un peu ce qu'on appelle des red flags, donc des alertes. Donc, si quelqu'un, entre guillemets, commence à cracher sur son employeur actuel ou à changer 10 fois en 3 ans, bah, nous, c'est un peu des alertes que nous, on va essayer de catcher et de dire, voilà, bah, pourquoi est-ce que vous avez changé autant de tour, est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe avec votre employeur actuel ou voilà, ce genre de questions qui nous permet, nous, de savoir plein de choses sur vous et aussi euh, voilà de garder quand même une certaine crédibilité auprès de nos clients. Il faut savoir que quand un client passe par un chasseur de tête, c'est pas pour refaire le travail derrière. Lui, ce qu'il attend, c'est le candidat par excellence. Donc, il va pas refaire le travail de qualification. Évidemment, oui, il va avoir un entretien, etc. Mais il va pas vouloir refaire tout le travail de qualification. Donc, il faut faut que nous, on soit sûr qu'on envoie le bon candidat au bon client. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez important nous dans notre métier. Et je voulais revenir aussi peut-être très très rapidement, je sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas bien regardé, sur le marché légal en tant que tel. Il faut savoir qu'on a de la chance de se trouver euh, dans un marché, enfin dans un secteur, si vous voulez devenir avocat, qui malgré la crise du corona marche très très bien. Faut savoir que moi je suis débordé de mandats. J'ai tous les clients, tous mes clients à qui je travaille habituellement, qui recherchent des candidats, même si voilà, ce sont des candidats avec une certaine seniorité. Il n'empêche qu'ils sont toujours à la recherche de juniors. Il faut savoir que nous, on travaille très peu sur les profils junior, c'est-à-dire avec 0 année d'expérience. Ça arrive très très rarement, à part pour certains types de clients. Mais parce que pour simplement, bah, pour la raison simple que ils ont pas besoin de nous pour trouver des candidats qu'ils peuvent trouver par eux-mêmes. Savoir que des frais d'agence ça coûte très très cher. Donc nous c'est plutôt pour des profils expérimentés, même si voilà il arrive des fois que je travaille sur profil junior. Je sais totalement que certains cabinets, enfin les cabinets classiques, recherchent toujours des profils juniors. Ça n'a pas changé. Même si avec pendant la première vague du corona, c'est vrai qu'il y avait une certaine résistance à embaucher des juniors. Mais maintenant, bah, la situation est redevenue totalement comme avant. Enfin, le télétravail est devenu la norme et ça n'empêche pas les cabinets d'embaucher et de former des jeunes avocats. Et donc voilà, donc on est toujours dans un secteur
qui malgré la crise fonctionne très très bien. Donc je voulais vraiment vous rassurer là-dessus. Ça, vous n'ayez pas d'inquiétude, que vous soyez junior, un peu d'expérience, etc. C'est un marché qui est redevenu un peu comme avant, même s'il y a eu un petit regain, comme je l'ai dit, lors de la première vague, ça reste quand même, on est dans un secteur qui se porte bien comparé à d'autres secteurs. Et dans le secteur de l'avocature, il faut savoir que les mandats les plus demandés, et je pense que ça va intéresser pas plus d'un, ça reste toujours en top 1. Il faut savoir que moi, si ce n'est pas 80% de mes mandats, ça reste droit de société. Tout ce qui est fusion acquisition, corporate tax, mais c'est lié toujours au droit des sociétés. Et banking and finance aussi, donc droit financier, droit bancaire, qui est entre guillemets de près de loin lié au droit des sociétés. Ça, c'est la plupart de mes mandats. Donc, si entre guillemets vous avez une hésitation, vous n'êtes pas en bachelier et vous ne savez pas trop sur quoi vous dirigez en master, premier conseil que je vous donnerais, c'est faites ce que vous aimez tout d'abord. Ça reste, voilà, vous ne serez pas épanoui si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Et si vous avez toujours un doute et que, voilà, votre premier critère, c'est de trouver un job, entre guillemets, quand vous sortez, droit des sociétés, voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que, même pendant le corona, il faut savoir que, j'avais toujours des mandats qui étaient pas en hold en droit des sociétés. Et les cabinets n'avaient pas peur d'engager des gens qui faisaient droit des sociétés ou qui étaient chauds à faire ce genre de matière, surtout plus particulièrement fusion-acquisition. Il faut savoir qu'il y a pas un client qui me demande pas si j'ai pas un candidat qui fait des fusions-acquisitions bilingues. Voilà, je vous le donne. C'est cadeau, c'est quelque chose qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps demandé. Euh, et ça n'a pas changé. Et puis, droit fiscal aussi, droit fiscal des sociétés, et puis droit bancaire et financier, je dirais, mon top 3 des mandats les plus récurrents. Et puis, on a toujours un peu du droit du travail par-ci par-là. J'ai eu du droit public aussi récemment, plus particulièrement du regulatory, donc droit immobilier, mais vraiment focalisé vraiment sur le droit public. Et donc voilà, ça reste. J'ai des mandats assez vastes, mais voilà, si je devais faire mon top 3, je dirais tout d'abord droit des sociétés, fusion acquisition, droit fiscal et droit bancaire, qui sont les mandats que j'ai le plus souvent. Et j'ai l'impression que ça va que augmenter au fil des années. Ça fait presque 3 ans que je fais ce métier et je le vois moi tous les jours quand je parle avec mes clients. Ils m'ont toujours me dire hey, t'as pas quelqu'un en droit de société, etc. Enfin, peu importe le client. Je sais que moi, quand j'ai un gars en droit de société, j'ai un placement quasiment sûr, surtout s'il est trilingue anglais, français, néerlandais. Et donc voilà, mais si je devais aussi dire un petit message, c'est surtout tenez le coup. C'est pas une période facile pour les étudiants et nous on le sait, on le voit tous les jours. De notre côté, on reçoit plein d'étudiants qui sortent de leur master et qui me demandent si j'ai pas des jobs qui pourraient les intéresser. Et bon, ça dépend toujours des types de profils, mais voilà, accrochez-vous les gars, c'est pas facile, mais on va vite passer cette étape-là et il y a toujours du boulot. Il suffit juste de chercher. Et un petit dernier conseil, si je peux vous donner un très très bon petit conseil, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn et taper enfin pas chasseur de tête, parce que vous ne trouverez pas forcément quelqu'un qui a mis chasseur de tête, mais sur la barre de recherche, n'hésitez pas à rajouter toutes les personnes qui font du recrutement dans le légal. Donc vous pouvez me rajouter si vous voulez, c'est Kishema, Kithema. Et nous, régulièrement, on poste des jobs sur nos sites d'actualité. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres concurrents qui font pareil. Donc, n'hésitez surtout pas à les rajouter dans votre réseau. C'est jamais perdu. Ça vous fait des contacts et vous savez jamais que la personne peut s'intéresser par vous, mais vous ne pouvez pas forcément trouver sur LinkedIn parce que votre profil était entre guillemets incomplet ou il manquait d'autres choses qui ne les intéressaient pas. N'hésitez pas à les envoyer des messages aussi. Alors envoyer des messages. Bonjour, voilà, je suis un jeune étudiant, je sors de l'ULB ou j'ai fini un master en LLM, etc. Je cherche un job, etc. Je pense que tous les recruteurs, avec plaisir, ils vous répondront, que ce soit positivement ou négativement, vous diront, désolé, j'ai pas quelque chose qui correspond, ou j'ai quelque chose, mais XY, enfin, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à rajouter tous les recruteurs que vous connaissez, vous tapez simplement Headhunter ou Legal Recruitment ou consultant en recrutement, enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal
de noms qu'on se donne, mais on fait tous le même job et on ne sait jamais que voilà qu'il y a un recruteur qui a un job pour vous que vous n'avez pas forcément vu sur les job boards tels que Let's Go ou etc. Il faut savoir que pas tous les cabinets ne mettent forcément leur job sur leur site ou sur les job boards. Et donc voilà, et des fois on a des exclusivités sur certaines missions. Il n'y a que nous qui les avons et voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à la commission ELSA de m'avoir permis de faire cette intervention. J'espère qu'elle vous a été en tout cas très intéressante et que vous avez appris pas mal de choses. Et je reste évidemment disponible pour les questions-réponses. Donc voilà, un grand merci. Et voilà. Merci à toi, Keith, pour cette présentation et les conseils que tu nous as donnés. Je rappelle donc encore une fois que vous pourrez poser vos questions à la fin de la présentation suivante qui se passera en anglais. Francesco, I hope you're here. I give you the floor and your presentation will be up in a second. Thank you so much, Eva. I hope you can hear me. Fine, perfect, amazing. So thank you for the invitation, first of all. I am always quite happy to join these professional development-oriented projects. I believe it is a primary concern for most students right now. But without further ado, just quick introductions. I will wait for the presentation quickly. Actually, I can do that. Wow. Oh, perfect. I couldn't upload it, sorry. No worries, all good. So just to give you guys some background on who I am. So as Eva presented so kindly, my name is Francesco Bondi, and I'm currently the Vice President of the International Board at ELSA, so the European Law Students Association, in charge of STEP. So as you may know, STEP is ELSA's traineeship program, so offering different traineeships around the world. And so I'm, let's say, coordinating on the international level or local and national chapters that also take part in the recruitment process throughout the world. So let's say I was invited kindly to sort of speak about my experience. I don't pretend to have so much of a vast experience, but I have seen quite a few things throughout my journey. Just to give you an idea of what I will be talking about quickly is, of course, what my experience is, so why I'm here and speaking to you guys today, to go through the elements most often needed for a job application, the most popular ones at least. Obviously, these may differ. How to draft a strong CV, how to draft a strong cover letter, and let's say also the most common mistakes I've seen, and sort of small things to avoid that sometimes can get past us when we're drafting our CVs and motivation letters. So without further ado, just to give you some experience from my side and ELSA's traineeship program. So we have two intake periods a year, and this is data just from our first intake period that just finished. So as you can see, we had a sort of overall applications of 2,313 in total. 1,781 were the first accepted ones in the sense of that actually met the general requirements. So English, they had a good CV, good motivation letter. They actually met the requirements of our program. Only 629 were shortlisted based on quality over the others, and only 162 were actually offered a place of these applicants. So this is just to give you a sort of deeper knowledge about the actual numbers behind these programs. This is not just for ELSA's traineeship program specifically, but these big numbers that you find are also most likely with other firms that you may be applying to right now, and that certainly I have applied to as well. Again, this is not to scare you, but this is to sort of give you an idea of how important the title, for example, of this event is, how to stand out from a crowd. And the reality of the fact is that sometimes, especially large firms, don't have the manpower, don't have the capacity to sort of go through every application slowly, individually, take time with it as they would want. But the question is sometimes just a quick glance, 10 seconds, 15 seconds to see if something stands out. And that's sort of what I would like to talk to you about today. So just to give you a general idea, of course, these are let's say for standard job application, this is what is needed. And this is what you should always have on hand and have ready, but also be ready to sort of tailor to the job. CV and motivation or cover letter, it depends in which country you're situated and how you call these.
So just to start with the cover letter, as I said before, I've gone through, let's say, quite a few cover letters, over thousands at this point throughout my 4 years in ELSA. So you start to notice a few things, that's sort of the strengths of a good one, and the weaknesses that can be presented a cover letter. As I was saying before, again, not to discourage anyone, but just to sort of give you an insight on how recruitment works from, let's say, the other side. And believe me, I was on each of your sides when applying, and I am still. To give you on the other side, when you have so many applications and so many cover letters to review, obviously, as I said, you can't look at them individually as thoroughly as you would want. And that's why you need to stand out. So these strengths are just common things that give you a basis, and then we'll go further into the detail and sort of how you can even stand out even more. So first of all, strengths. To give you an idea, the first part is a structure. So you have to have a clear and defined structure. I know this may sound obvious for many, but you do see sometimes, unfortunately, cover letters and CVs, for example. It's simple things. So paragraphing, indentation, sort of skipping a line or not. Make it nice to see, make it structured, because if you structure your cover letter and motivation letter, then it's starting to prove to the firm that you're applying to that you are structured as a person as well and well organized. It's also appealing to them to look at it. It's sometimes a psychological thing, unfortunately, but if you see something that's sort of a little bit messy in terms of cover letter, it'll be harder for you to read, and therefore you'll spend less time on it as a recruiter. Another part is tailor your motivation letter and cover letter. I think one of the biggest mistakes I've done in my time as well at university, and that I've learned from as well, copy and paste, same cover letter, you just change the name, Control F the name, make sure it's not the wrong one for the firm you're applying to, and then you copy and paste. It never works as much as we would like for it to work because it's easier. It doesn't. So the reality of the fact is you need to sort of create a new one for every single application you do, as hard as that can be. Another part is research the organization you're working on. Again, these are maybe basic concepts sometimes, but it's something that needs to be said in the sense of firms want to see that you've done your research on them, and they want for you to prove it in your cover letter and motivation letter. They want to know what kind of research, that you've gone in depth. So that doesn't just mean, okay, you have a, let's say, tax department, and I know that you have a tax department. It means, oh, I've heard about your recent tax case against this and this. I've heard you use this kind of strategy in your tax case. That's a big part that makes your cover letter stand out, and that's something that will catch their eye and make sure they read further. Another part is your experience, and I think the most important part about this is how it relates to the competencies needed. So most often in standard job applications, you will find these are the competencies that we need from an applicant. So when sort of exposing your experience and describing your experience, don't just describe the experience saying, like, I was a delegate to the United Nations, or I was a trainee lawyer at this firm, or I don't know, I was vice president of this association. That's not enough. You need to say, I was vice president of association, and I work with a team of other 8 people, and therefore my team working skills are completely on point. And that's how you scratch one of their competencies off. So it always needs to be related, and this is why you need to specifically make sure that you read their competencies first of all, you research, and then you tailor the application as well. Job-related competencies, of course, makes you relate, and then soft skills as well is an important part of that aspect as well. Of course, they want to see sort of professional skills that you possess. Those are always very important. But of course, they also want to know soft skills. So teamwork, adaptiveness, emotional intelligence. That's also something that you can add, always tying it into the competencies of the firm, but also make sure you add them to sort of stand out again. So those are just quick strengths. In terms of weaknesses, and these are some things I've seen that sort of instantly, on the recruitment side at least, make the application less of a quality. First of all, being too personal. Unfortunately, I have seen motivation letters in which, you start, although this can be nice, you start describing your entire life. So from birth all the way up to where you are now.
Unfortunately, this is quite personal and it's not relating to job applications, and most probably, unless it's specifically asked for by the firm, they will not read this part. They want to make sure they find the key points right away instead of sort of following your life history. Another part about sort of motivation letters, short, generic cover letters. So I've done this, so I feel weird saying this now, but the recruiter can see when it's copy and pasted. And it's something you could pick up after seeing quite a few cover letters. It's very obvious that it's just copy and pasted and generic. So that is why each single application should be tailored. You need to change the structure, change what you say in it, and make sure it's tailored again. Another part is unprofessional. So also it kind of depends, of course, on the language you're using, where you're applying to. But just be careful on using sort of idioms and phrases that you use colloquially. And this is something I have seen. So I've seen motivation letters and cover letters that start with, so let me tell you about my life. And again, it can be nice maybe during an interview. Depends again on the firm. But if that's the first thing a recruiter sees, that's not the most professional way to start it. I know sometimes you can use these to sort of stand out. And this is something people think can be used to stand out. Of course, it means how you stand out is the issue with these sort of eye catchers. I would just be careful with these in that sense. And finally, again, grammatical errors. Again, very obvious, but read it 5 times, 10 times, 11 times. It doesn't matter as long as you make sure that it's perfect. In the sense of, it's hard to accept an applicant that says they have a keen eye for detail, and then they misspell the phrase right after. So it's these things that will automatically sort of get your application tossed for most recruiters. And it's just worth it reading it a few times to actually make sure that they don't happen and that they actually dive deeper into your application. So CVs, secrets of a strong CVs. Again, I won't say anything revolutionary, just some sort of tips and tricks and secrets I've sort of found. First of all, primarily elements needed. I think this is quite a question that I get quite often. So what to include in a standard CV. First of all, contact details, of course. Education, work experience is a must. Skills and training, languages, interests, and references. Now, something to keep in mind with CVs, and this is something we will dive deeper into the next part of the slide as well, is you need to make sure that you research not just the organization itself that you're applying to, but the country you're applying to as well. So you have, for example, the primary elements here: contact details, education, work experience, skills. Those are most often in every country sort of required by the people reviewing the CVs. But the rest, it depends. And this is something I think one of my first advices and first things I found out during my time in ELSA. The structure, what you include in a CV, what you don't include, it depends on the country. It depends on the country you're applying to, because different countries have different requirements and different things that is sort of a golden rule for their applicants. And this is something I will dive in now. So a bit about further advice as well, and this is what I was discussing. A first example of the differences that you may find in different countries is photo or no photo. This, I think, is one of the most often asked questions that I get, and a lot of people get, I understand. So make sure you research the country. You will probably find online sort of descriptions of if they prefer photos or they don't prefer photos. Of course, for example, I studied in the UK. In the UK, having photos was a massive thing against an applicant, whilst I believe in Italy or in other countries, having a photo is a must on your CV. So these are already things that sort of make your application more desirable or less desirable right away. So just something to research before you actually draft it. Another part is personal statement. This is also something that differs, basically job to job and also country to country. Some require you to have an initial personal statement, something to catch the eye, and sort of make sure that you describe yourself, so why you're applying and what you're trying to do with it. And again, that differs. Another important part is relevant work experience, and I cannot underline this enough. I've seen many CVs, and the key word here is relevant, in the sense of
Obviously, you have a lot of experience that you accumulate during life, babysitting jobs, waitressing, trainee lawyer, summer schools. And of course, you have this urge to add all of it because the more, the better. Unfortunately, that's not true. As I was saying before, doesn't take recruiters that long to look at your CV. So they want to see the relevant work experience. So if you're applying to a law firm, let's say tax law firm, if you have any trainee tax lawyer experience, obviously, or you've done a summer law school on tax law, or you have sort of done a research study on tax law, those are the ones you put. It doesn't matter if you have 50 other ones that could be put as well. Put those, because as soon as they see those keywords, tax, and those experiences and the relevant part of those experiences, they'll be interested in you right away. So just something to keep in mind, because I quite often see just a whole sort of 3 pages worth of work experience that may or may not be sort of relevant to the job they're applying for. Another part, again, is 1 page or 2 pages. This is, again, something that depends on countries and on jobs as well. Some jobs may specify, but usually countries in general also have their sort of preferred way of doing it. So again, something to keep in mind. And this ties into the relevant work experience. If it's only 1 page, don't be afraid to put less, as long as it's relevant. Don't try to overcrowd the CV, because then it gets straining for the eyes. And again, recruiters will not look at it. So just try to keep it simple, keep it direct, and keep it relevant. Another nice thing I heard about and I learned about from certain recruiters and experts in this field is color coding. So this is actually something more or less psychological almost, but something that recruiters like to see as well in certain areas. Color code the CV based on the recruiter's sort of general branding strategy and such. So, if their general colors are red and white, try to incorporate that into your CV as well. Obviously, don't color everything of a certain color in their color, but try to keep it subtle, but it'll be something that they can appreciate as well. Final 2 points, of course, is clear, simple, and again, simple structure. You don't want to add too many elements that overcrowds, Again, it depends, but what I've seen at least is, those massive diagrams, those sort of graphs that you have in a CV, those can be nice, visually appealing. But at the same time, if you can use that space for more relevant info and something to sell yourself a bit more, avoid the diagrams, avoid the graphs, use that space for more info about yourself instead of trying to make it more visually appealing like that. And finally, final point is try to avoid generic templates. And what do I mean by this? We've all done it. We go on Canva, we do go on sort of all those websites that have those templates. Everybody does that. And the problem with that is then that you have everybody with more or less the same CV or CV template. So this can sort of make your application stand out a bit less. If a recruiter has, 10 to 20 of the same templates and same CVs, it can sort of get melded together. So something to keep in mind, if possible, obviously try to be original in sort of the CVs you draft and the motivation letter as well, something to keep in mind. But just try to avoid these generic templates as well. So these are my tips and tricks and sort of the secrets I've found during my time as a recruiter, let's say. These are just my details in case you want to ask any questions. Sort of step@elsa.org is my email, and the website for Elsa's traineeship program, STEP. And just as a quick note, the next STEP application intake opens on the 23rd of April. So thank you guys again for listening, and thank you to the organizers, and I remain available for any questions you may have. Thank you. Thank you very much, Francesco. So I will open the Q&A. Je vais ouvrir les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. So I guess that's a question for Francesco. So would you say it's better to have your picture in your resume in Belgium then?
Thank you for the question, first of all. So I don't pretend I'm an expert in Belgium, but based on sort of all the Belgium applicants I have seen, indeed, Belgium does have sort of a sway towards pictures. But again, I would specifically ask sort of the job applications first. But again, in general, let's say yes, Belgium has more of an interest in pictures. So, thank you. Deuxième question, une question pour Keith. Qu'est-ce que vaut l'LLM dans un CV et que vaut l'ULB par la même occasion dans les universités? Tu dois débloquer ton micro et ta caméra. Attendez, je pense que il y a un petit souci parce qu'il a disparu. Ah. Hop, tu peux essayer de débloquer ton micro et ta caméra. Normalement, ça devrait fonctionner. Mhm. Ah, le voilà. J'essaye de trouver une solution. Excusez-moi. Keith, tu peux réessayer de débloquer ton micro et ta caméra? So let's skip to a question for you, Francesco. We will try to reconnect Keith and get his mic and his camera working again. So there's a question for you. Will there be more STEP traineeship available in the second cycle? So once again, thank you for the question. Indeed, usually the second cycle of the year has more sort of traineeship offers than the first one, just because they relate to more of a summer period or sort of later in the year. Again, it obviously depends a little bit on the COVID pandemic and the situation, but in general, usually, yes, there are more, and there should be quite a few remote ones as well in terms of online ones. Je suis là, Pauline. J'ai un problème de connexion, désolé. Parfait, désolé.
Ouais, j'ai eu un petit problème de connexion, je comprends. Voilà, donc la question, qu'est-ce que vaut les LLM dans un CV et que vaut l'ULB par la même occasion dans les universités? Ben, ça dépend. Un LLM, j'ai envie de dire que ça dépend de quel cabinet dont on parle. Un LLM, c'est hyper important pour les cabinets du Magic Circle, style Allen Overy, Buckingham Marketing, Clifford Chance, ou les grosses structures, ou même les cabinets belges, les gros cabinets belges tels que Lee de Kerk, Simon Brown, etc. C'est quelque chose qui est très, très apprécié par les gros cabinets. Une expérience à l'étranger, par exemple aux États-Unis, etc. Ça prouve entre guillemets une certaine motivation ou un attrait particulier pour une matière du droit. Donc j'ai envie de dire, ça vaut ce que ça vaut pour pour tel type de cabinet, voilà, ça j'ai envie de dire. Donc c'est pas essentiel, hein. Je veux dire, vous pourrez avoir une très belle carrière en droit si vous n'avez pas d'LLM, mais c'est vrai que ça va vous faciliter pour rentrer dans certains types de cabinets. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette partie de question-là. Et qu'est-ce que vaut le LB dans les universités? Ben, le LB, c'est une très bonne université. Ben, moi, j'ai fait le LB et il y a de très, très grands avocats qui ont fait le LB, même si ça reste évidemment les universités flamandes qui sont devant, style KUL, etc., qui sont vraiment les grosses universités belges où voilà, il y a une un certain type de profils qui sont appréciés par les cabinets. Vraiment, les universités flamandes ont vraiment une très très bonne réputation sur le marché. Mais ben voilà, on a de très bonnes universités en, en Wallonie aussi, etc. L'UCL est une très bonne université. Et donc voilà, je dirais le LB, ça reste un très très bon, un très bon une très belle université. Donc, il y a pas à s'en faire par rapport à ça. Donc j'espère que j'ai répondu. Je sais pas si je peux être plus concis ou pas. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. On passe à la prochaine question. So the next question is for Francesco. Do you think it would be an asset to add an experience of political party to our resume or not? So that's a good question, actually. I hate to say this again. It depends, in the sense of, first of all, what was the experience in the political party, and how sort of what experiences you gain from that part. But then again, it depends on sort of the organization you're applying to. Some organizations are non-political, so that would be a massive no. But obviously, if you're applying for, let's say, MEP trainee or parliament, of course, political party is an incredible asset in that sense. So again, it depends on the experience and the organization you're applying to. Thank you very much. On passe à la prochaine question qui est pour Keith. N'avez-vous jamais des demandes de profil dans le domaine du droit pénal? Est-ce que ce secteur est réellement bouché? Merci. Pour être honnête, j'ai jamais eu de demande en droit pénal. Même moi, j'avais fait mon master en finalité civile et pénale. J'avais fait des stages en droit pénal. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est quand même assez réputé de boucher. Non, j'ai jamais eu de demande en droit pénal. Généralement, les demandes que j'ai, c'est plus, en tout cas, du droit pénal, mais des affaires, donc tout ce qui est blanchiment d'argent, etc. Mais vraiment en banque, genre type compliance, etc. Compliance, KYC, etc. Mais par exemple, pour un cabinet pénal, jamais. Je vais être totalement honnête avec vous. Pourquoi est-ce que j'ai jamais de demande en droit pénal? Déjà parce qu'il y a énormément d'offres dans le sens candidat, donc des gens qui postulent, et aussi parce que c'est généralement des très très petits cabinets spécialisés en droit pénal. Faut savoir que généralement nous les agences on va travailler quand même avec des moyennes et grosses structures qui ont les moyens entre guillemets de payer une agence en recrutement qui est quand même assez cher. Et c'est vrai que les petits cabinets ont généralement pas les moyens forcément de faire appel à des agences de recrutement, surtout quand ils n'ont pas réellement besoin, sachant que c'est un secteur où il y a beaucoup de candidats. Nous, on travaille plus dans l'inverse, donc où il y a très peu de candidats, mais beaucoup de demandes dans le sens des clients. Mais donc voilà, c'est un secteur qui moi, m'attirait vraiment beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont des opportunités au final.
Et c'est vrai que ça, c'est connu pour être débouché. Donc, j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup. So here's a question for Keith and Francesco. Someone asked, can I already put in my CV a traineeship that will happen in May? After you, Keith. Thank you very much. In English, in French? In English? Yes, it's better in English. I will not do that because if you have a meeting with a partner, he's going to ask you what did you do in the traineeship, and if you have no experience already in the traineeship, it's not really a good idea to do that. So I will not do that if I was you. From my side as well, I couldn't agree more with Keith in the sense when you write your CV, the primary part about your experiences are the skills you gained. So obviously you can't put any skills that you gained in unless you've done it physically. So I agree. I would not put that. Perfect. No controversy here. So next question. Hello, I'm a student in first year of my bachelor's. I really wish to complete my CV with real experiences for the future. Should I focus my time to look for a place in a law firm, or should I try to get more skills? And if it's the case, which skills outside law skills is a recruiter looking for? So I guess it's for me. For Francesco, you want to give an answer? Or? Yeah, I can give it a quick go. Yes. So I would actually, again, focus on both at the same time. In the sense of obviously an experience in a law firm is a very great experience to have a CV, and it helps you quite a bit on your CV. That being said, the reality of the fact is that it's not so easy to get an experience at a law firm. So it might take some time. And the most important part during that time that you wait while you're applying for these law firms is to make sure that you continue building yourself. So as you said, looking for other skills, legal skills, but outside of legal skills as well. So these include, law schools or summer law schools, or even just sort of training courses on professional development skills. So these things, research groups, teamwork groups, and in terms of skills, for example, it quite depends again on the organization, but I know, for example, big law firms really appreciate right now negotiation skills, usually the biggest one, teamwork, sort of presentation skills. So these are the big soft skills that law firms especially want. So yeah. Nothing to add. Exactly the same position. Yes. I will say the same. Exactly the same. Perfect. Alors, prochaine question. Est-ce que l'expérience est privilégiée au grade pour les petites et moyennes structures? J'imagine que c'est pour moi, mais je vais répondre en français avec la réponse est en français. Oui. L'expérience dans les petites et moyennes structures sera toujours privilégiée au grade. Il faut savoir que pour les petites et moyennes structures, le grade est un plus, même si voilà, c'est quelque chose qui est toujours apprécié. Un parcours académique qui est bon, ça reflète un peu la motivation de la personne, entre guillemets. Bon, moi, je crois pas du tout à ça. Je vous parle au nom des cabinets et de mon expérience. Oui, c'est clairement l'expérience. Donc, si vous pouvez faire des stages à gauche ou à droite, franchement, surtout, n'hésitez pas. Ça montre une motivation, simplement. Il n'y a pas, voilà, il y a pas à discuter. Donc oui, clairement, pour ces petites et moyennes structures, je vous recommanderais vraiment de faire beaucoup de stages, de summer internship. Il y en a pas mal de cabinets qui proposent ça tout au long de l'année. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire, à passer les entretiens pour aller dans ce type de stage. C'est toujours un gros plus et qui est très très apprécié par les maîtres de stage et les partenaires. Donc voilà, oui, je dirais l'expérience, oui, au-dessus des grades pour les petites et moyennes structures, surtout pour les petites, moyennes aussi, mais surtout pour les petites. Merci. Du coup, encore une question pour toi. Tout d'abord, merci pour votre présentation très intéressante et utile. Je voudrais savoir si une expérience de séjour linguistique à l'étranger est également intéressante, même si l'on n'effectue pas de stage en rapport avec nos études là-bas, ou vaut-il mieux partir à l'étranger pour effectuer un stage? Par exemple, en quoi a consisté votre expérience au Canada? Merci de la réponse. Top question. Alors pour être totalement honnête avec toi, un séjour linguistique à l'étranger est
toujours quelque chose de toutes les manières intéressant et qui passera toujours bien dans le CV parce que ça te fait une ligne en plus dans le CV qui est très intéressante. Après, est-ce que ça prend en rapport ou pas avec les études? Je dirais le mieux, toujours le mieux, bah, c'est toujours garder un certain rapport avec les études, même si ça montre que voilà que tu es ouvert ou ouverte, je sais pas, à d'autres expériences, etc. Et c'est quelque chose qui est très apprécié dans le milieu de l'entreprise, de manière générale, donc pas forcément que dans le milieu du droit, mais de manière générale dans le milieu de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc je dirais oui, si je à l'étranger, oui. En rapport avec les études, encore mieux, pas nécessaire, mais encore mieux. En quoi consistait moi mon expérience au Canada? Moi je suis parti un an avec peut-être que certains connaissent avec EF. Et moi j'ai juste appris l'anglais, pas vraiment en rapport avec le droit, mais c'est parce que moi je comptais pas forcément me diriger vers une carrière au barreau, donc je j'ai pas forcément vu l'intérêt de faire quelque chose en rapport avec le droit, donc je l'ai fait vraiment de mon côté pour apprendre une autre culture que j'adorais, une autre expérience. Mais voilà, je suis très sociable, donc c'est plutôt une plus expérience qu'autre chose, personnelle plutôt que professionnelle, même si ça me sert beaucoup dans le milieu professionnel, l'anglais. Et donc voilà, mais je vous encourage toujours à mettre pas le plus de lignes dans votre CV inutile, mais le plus d'expérience en tout cas dans votre CV. Et je pense qu'il faut rester toujours concis dans un CV, mais ce genre d'expérience c'est quelque chose qui est toujours intéressant dans un CV et qui est apprécié. Et ça prouve une certaine ouverture d'esprit qui est toujours valorisée dans le milieu de l'entreprise. Donc je sais pas si j'étais concis ou pas. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Si pas, je peux toujours me relancer. Merci beaucoup. Donc, prochaine question. Est-ce qu'un étudiant qui finit son master avec une satisfaction perd toutes ses chances pour travailler dans un cabinet? Non. La réponse est simple, non. Moi, j'ai fini avec pas mal de gens qui ont fini avec une satisfaction, qui sont qui travaillent dans un cabinet, et j'ai même moi placé des gens qui ont pas eu un parcours académique excellent, qui ont sorti avec une satisfaction, mais qui ont su entre guillemets se distinguer autrement. Faut savoir que voilà, moi je trouve totalement que et je crois que ça reste propre assez un peu à l'advocature et au milieu du droit où on privilégie, enfin on met sur un piédestal les grades, que je trouve totalement archaïque et dépassé de notre temps. Je suis quelqu'un peut-être beaucoup plus compétent et beaucoup plus pragmatique dans la vie réelle, sans avoir de grade ou etc. Voilà, que vous avez des gens qui ont un parcours académique propre, excellent, avec des grades qui font rêver les plus gros cabinets et qui finalement restent 2 mois au cabinet et qui se rendent et voilà qu'on se rend compte qu'ils sont pas forcément les mieux les meilleurs sur le terrain. Donc non, la réponse est non. Tu peux facilement rentrer dans un cabinet sans grade. Après, ça dépend quel cabinet. Voilà, je reviens là-dessus. Si tu veux rentrer chez Allen Overy, je ne vais pas te dire oui parce que c'est faux. Tu rentreras pas chez Amadou Circle, Allen Overy, Freshfield ou des trucs comme ça avec une satisfaction parce que c'est entre guillemets dans leur politique et voilà dans leurs critères de recrutement. Mais il y a plein de cabinets qui privilégient d'autres facteurs que forcément les grades. Et donc, et encore heureux qu'il y ait encore ces types de cabinets-là. Mais voilà, tout dépend évidemment de ton ambition. Voilà. Merci beaucoup. Encore une question pour toi. Donc, qu'est-ce qui est le plus important entre l'expérience, donc les stages, et les langues? Il y en a pas un qui est plus important. Je dirais il y en a pas un qui est plus important. Les deux sont à considérer à titre équivalent, même si je dirais il y a une petite tendance qui se pousse vers les langues parce que voilà les langues si tu parles anglais, néerlandais, français excellent, c'est vraiment quelque chose qui est très très valorisé parce que bon, tu vas apprendre pas mal de choses dans les stages, mais les langues, si tu dois parler avec un client et qui parle pas français ou qui parle pas néerlandais, ben c'est mieux de parler avec lui dans ces langues-là. Donc là, je mettrais un tout petit peu plus les langues, mais vraiment de 1%, même si les deux restent très très intéressants. Et si tu peux avoir les deux, bah c'est les deux quoi, mais les langues c'est devenu de plus en plus important et moi je le vois dans les critères dans les mandats évidemment, donc toujours quelqu'un si possible qui est trilingue et un trilingue passera toujours avant quelqu'un qui a fait qui parle que français et qui a fait des stages, même si ça se discute encore un peu, ça dépend évidemment toujours des types de cabinets. Il y a des cabinets qui raffolent des gens qui ont fait
300 stages, moi je déconne, mais qui ont fait pas mal de stages durant leur étude. Il y en a d'autres qui préfèrent les gens qui ont fait des langues, mais les deux se vaut franchement. Et si tu peux avoir les deux, ben, c'est top. Et puis si tu, par exemple, t'es comme moi, t'es nul en néerlandais, ben, vise tout sur les stages et ça passera aussi, tu vois. Mais franchement, les deux se vaut facilement. Voilà. Merci. So I guess this is a question for you, Francesco. So someone is asking if the internships that are proposed by ELSA are as interesting for recruiters as like classic internships, non-ELSA internships, and what are the conditions to access those steps? Of course, thank you. So regarding the first part of the question, I would say yes, in the sense of ELSA offers traineeships with a whole host of different organizations, standard law firms, NGOs, Council of Europe, and I can go on and on. So of course, it depends on which traineeship you apply for and which traineeship you are offered, but it's a normal working experience. So no, it's just as important as any other working experience in that sense. The conditions to apply, quite simple in the sense of you have different offers on our website, open twice a year. The different sort of organizations will ask for certain legal skills and certain language skills, which you need to prove to have. And then you will have to upload your CV, motivation letter for each of these up to 3 applications you can do per cycle. And then you will be contacted by your local group or your national ELSA group, and they will take it from there. So application form is quite easy in that sense, just languages, legal skills, CV, and motivation letter. Perfect, thank you. On passe à une question pour Keith. Donc, est-ce que le fait d'avoir fait un Erasmus est apprécié auprès des recruteurs des cabinets ou se concentre-t-il plus particulièrement sur les stages? En fait, ça revient un peu à ce que je disais un peu avant. Toute expérience est bonne à prendre déjà. Il faut savoir surtout quand c'est lié aux études. Est-ce que vous faites un Erasmus? C'est clairement un plus. C'est quelque chose qui est vraiment déjà c'est une expérience en plus pour vous personnellement, mais ça prouve aussi que vous avez une certaine ouverture, que vous voulez voyager, que vous voulez apprendre d'autres choses, etc. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié. Moi forcément, je regarde toujours dans le CV s'il y a une expérience qui a été faite à l'étranger. Et les stages, mais en plus les stages, je mettrais quand même, et je vous le dis honnêtement, je mettrais les stages avant les Erasmus parce que les stages, vous êtes en entreprise, donc vous touchez un peu aux matières, etc. On va un peu vous montrer la vie d'un cabinet, comment ça se passe en général. Même pour vous, ça vous permet de vous faire une première idée de ce qui vous attend si vous voulez faire le barreau. Donc les stages sont clairement quelque chose de très 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 important. Un Erasmus, c'est pas essentiel, mais je pense du côté personnel, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais oui, je mettrai les stages évidemment loin devant un Erasmus, même si les deux, c'est fortement apprécié. Donc je dis pas que un Erasmus ça sert à rien, non, c'est quelque chose de très valorisant et qui a son importance et qui peut parfois dans certains cas faire la différence. Mais les stages, ça reste quelque chose de très 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 fondamental et il faut le faire. Il faut le faire parce que ça vous permet de toucher au monde de l'entreprise et au moins vous savez à quoi vous attendre et quelqu'un qui veut postuler après dans un cabinet. Et même pour l'anecdote, il y a certains maîtres de stage qui vont directement vous proposer un job pour après. Moi, j'ai eu pas mal de fois le cas où je demande à des candidats, vous avez fait un stage là et puis vous êtes parti dans le même cabinet. Pourquoi ce cabinet-là? Il me dit, moi, parce que mon maître de stage, il a adoré comment je travaillais, je m'entendais hyper bien, il m'a proposé de venir rejoindre et donc je l'ai rejoint. Et donc ça permet pas mal d'opportunités et de vous ouvrir directement une porte pour rentrer dans l'entreprise et en cabinet. Donc ne surtout pas négliger les stages. Et puis un Erasmus, comme j'ai dit, c'est quelque chose à prendre toujours et ça reste pas quelque chose qu'il faut négliger. Voilà. Parfait. Et je pense que la prochaine question, elle se recroise un peu avec celle précédente. Pour un profil junior, donc jeune diplômé, les stages expériences sont-elles également indispensables? Bien sûr, parce qu'il faut bien se baser, faut bien que le maître de stage ou même nous en tant que recruteur, on se base sur quelque chose pour valoriser un peu votre profil.
faut savoir que nous, en tant que recruteur, on est entre guillemets, des sales. On vend votre profil à un client, à un cabinet. Donc, il faut bien qu'on se base sur quelque chose. Si vous avez rien fait, je peux pas dire à mon client, il est bien beau, etc. Prenez-le. Non, il faut que je me base sur quelque chose. Il faut que je dise, regardez, il a fait des stages, etc. Il parle anglais, français, néerlandais. Il a fait des stages dans tel cabinet. Voilà, ça prouve que le candidat il est motivé, qu'il a un certain attrait pour le droit et qu'il est pas totalement désintéressé et que voilà, il faut savoir que nous à chaque fois en tant que recruteur, on vend à fond, on est vraiment votre avocat en fait. Hein. On vous vend corps et âme. Hein. Nous, on a tout intérêt à ce que vous passez votre entretien et que vous rentrez dans le cabinet. Donc, on va vendre le plus possible. Il faut qu'on ait le plus d'éléments possible pour permettre de vendre votre profil auprès d'un client. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de passer entre guillemets par un chasseur de tête. Parce que si vous envoyez votre CV, vous ne savez pas le défendre parce que la personne, la RH ou le partenaire qui va voir votre CV, il va juste voir des mots sur une feuille, mais il ne voit pas le derrière. Donc, nous, on se base non seulement sur le CV, mais aussi sur la personne. Moi, voilà, j'ai vu tel candidat et franchement, il est top, etc. Donc, on voit vraiment votre profil. Et c'est vrai que l'expérience, c'est quelque chose qui nous aide à défendre votre profil auprès d'un client et c'est quelque chose qui a toute son importance, surtout pour un jeune diplômé qui n'a pas vraiment de réelle expérience autre que les stages en cabinet. Voilà. Merci. Et on passe à la dernière question. Est-ce que les recruteurs font fort attention aux notes de bachelier ou est-ce que les notes de master sont plus importantes? Ça, c'est un sujet que je me posais la même question quand j'étais étudiant en droit. On misait tous sur le master. Tous sur le master. On disait, c'est pas grave, je fais une licence bachelier ou j'ai là, je vais tout miser sur le master. Je vous décevoir malheureusement, mais c'est vrai que nous, pour les jeunes diplômés, on demande quand même. Les clients nous demandent vraiment un état de tout le parcours académique, de la première année jusqu'au master. Donc, il va nous demander des relevés de notes de chaque année pour voir vraiment les maths. Si la personne a une certaine constance, c'est important pour les cabinets. Même si, comme je l'ai dit comme une fois, je trouve ce système totalement archaïque et dépassé, c'est moyenâgeux, mais voilà. Et je vous parle que d'un type de cabinet, évidemment. Je parle des gros Magic Circle, etc. Ils vont vraiment lui demander point par point, bachelier 1, 2, 3, master, LLM, etc. Et s'il y a un trou dans l'année, dans le CV, pourquoi, etc. Donc, nous, on a tout intérêt à répondre aux questions. Donc, oui, le bachelier a son importance, même si je trouve ça dépassé. Mais voilà, il y en a, ils ont besoin, je sais pas, d'avoir de garder entre guillemets, parce que je mets des gros guillemets, un certain prestige, où voilà, on est les meilleurs, on travaille avec les meilleurs, que pour les meilleurs, ce que je trouve totalement dépassé, parce que meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire des points qui datent d'il y a 15 ans, enfin, entre-temps, il y a l'expérience, il y a les stages, il y a les trucs, il y a aussi la personne en tant que telle, est-ce que la personne est enclin à apprendre ou pas, enfin, donc les notes, ça veut tout et rien dire, enfin, ça veut surtout rien dire à la personne, enfin, donc moi, je me bats avec des clients tous les jours pour leur dire, ok, il n'a pas eu des bonnes notes en 1985, mais le mec, entre-temps, il a eu 15 ans d'expérience. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Mais bon, c'est entre guillemets eux ce qui permettent de vendre à leurs clients, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'après eux, ça reste aussi des sales aussi. Hein. Ils doivent vendre leur cabinet, donc ils doivent dire voilà, nous on a que des grandes distinctions dans notre cabinet, on a que ça. Et je sais pas, je sais pas si ça leur permet d'avoir une sécurité auprès de leurs clients ou pas, mais je trouve ça totalement dépassé. Je pense que j'espère en tout cas que ça va changer avec les années et qu'on va plus rester dans un système où on se base que sur des points, mais que c'est vraiment sur l'humain et l'expérience d'une manière assez pragmatique et qu'on arrête un peu de se baser sur des points qui veulent tout rien dire. Si vous avez des grands disques qui vous disent que vous n'avez pas triché ou enfin je dis pas, mais voilà, il peut y avoir une raison qui fait que vous pouvez avoir des grades pas mérités en fait au final. Hein. Voilà. Donc je trouve ça totalement dépassé. Mais malheureusement, oui, le bachelier, attention, je mets avec grosse attention pour certains types de cabinets. Il y en a, ils s'en foutent totalement. Hein. Mais si tu vas aller dans un cabinet du Magic Circle
Allen Overy, Freshfield ou Watkins ou Bakary Makazik les prochaines. Ouais, il faut taffer de ce côté-là, malheureusement. Merci. Je pense qu'on va clôturer sur ces mots. Yes. Donc, encore très, très grand merci, Keith, pour ta présence. Thank you so much, Francesco, for your presentation. Merci aussi à tous les participants. Merci à Eva qui a super bien organisé cet event. Et donc, voilà, on espère vous revoir bientôt et en présentiel. Et merci encore. Bonne soirée. Thank you, guys. Merci. Thank you.